Bonjour Rod Bathsheba Makumbo. Bonjour Karine. Alors, merci déjà de nous accueillir dans ton atelier, ton domicile. Qu'est-ce que c'est exactement C'est mon atelier, mon lieu de vie aussi. Donc je travaille là où je vis. C'est le concept de mon atelier. D'accord, très bien. En tout cas, on est ravis de voir un lieu comme ça, qui est assez unique. Parce qu'on est entouré de peintures, on est entouré de sculptures. C'est très impressionnant. En tout cas, bravo déjà pour le travail. On vit dedans, on vit aussi avec. Mais je n'ai pas dit que ce sont des membres de famille. Hein? Ah, ce ne sont pas tes autres bébés? Non. Mais on vit avec, en tout cas, un peu comme les enfants finalement. D'accord. Déjà, moi j'ai une première question. Tu t'appelles Rod Bathsheba. Oui. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un peu biblique quand même. Oui, c'est biblique. Mon père était un grand lecteur de la Bible, chrétien pratiquant. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai hérité de ce nom, parce qu'il était sûrement impressionné par l'histoire finalement de ces personnages bibliques. Et lui-même s'appelait David. Et donc, dans la Bible, Bathsheba, c'était la femme de David, la maman du roi Salomon, hein, qui a été, d'après la Bible, l'homme le plus sage. Donc voilà, donc vous êtes, tu es peintre et sculptrice ou sculpteuse d'ailleurs? Enfin, les deux se disent, oui. Donc, je suis d'un papa artiste qui m'a initiée à l'art depuis l'enfance. David Makumbo, qui était aussi un doyen de la peinture congolaise. Voilà. Donc, j'ai été formée par mon père dans son atelier. J'ai commencé d'ailleurs très très jeune. À quel âge? J'avais déjà 6 ans, 7 ans quand j'ai commencé à dessiner auprès de lui. Donc, de façon générale, je dis toujours que j'ai suivi en quelque sorte de formation. Pendant la période scolaire, j'étais à l'école. Et pendant les vacances dans l'atelier de mon père, en train de travailler, à dessiner, j'ai d'abord commencé par l'imiter. Parce que, honnêtement, mon papa m'impressionnait beaucoup. Parce que j'ai vu démarrer des toiles dans son atelier. Donc, j'ai été face à des toiles vierges qu'il était en train déjà de commencer. Et j'ai vu aussi la finition de ces œuvres-là. Et j'étais la première fan finalement à dire « Waouh, tiens, c'était ça, mais... est-ce que tu avais déjà l'idée de base ?» Donc, je faisais un peu la journaliste qui lui posait des questions et en même temps impressionnée. Donc, dans un premier temps, quand j'ai commencé, c'était plutôt le goût, l'envie de vouloir faire comme mon père, de vouloir l'imiter. Je me vois encore d'ailleurs en train de me poser la question de savoir, tiens, qu'est-ce qu'il a en plus qui lui permet de faire ce genre de réalisation. Donc, je voulais découvrir ce qu'il y avait derrière, le mystère caché derrière. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me déranger. J'étais tout le temps dans son atelier, en train de jouer à la peinture, en train de m'amuser. Pour moi, c'était devenu une salle de jeu. Et donc, c'est en changeant tout de place qu'il a fini par canaliser toute cette énergie. Il m'a dit, mais écoute, je vais te donner aussi ton chevalet, ta table, et je vais te donner des dessins et tu vas aussi essayer de suivre. Parce qu'il avait vu ce potentiel-là déjà? Oui, puisque j'étais aussi dans ses bottes, comme on dit. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça, à vouloir l'imiter, à vouloir faire comme lui. Et voilà, je pense que c'est de là qu'est parti justement aussi le goût de l'art, le goût de la représentation, de faire des choses. Et c'est ce qui fait que je sois devenue ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est parti de là. Donc ici, vraiment, mon père est resté d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui ma principale source d'inspiration. Oui. Mais c'était beaucoup plus tard finalement que j'ai décidé d'en faire ma carrière professionnelle. Pourquoi? Parce que j'aimais bien le journalisme.
Je voulais être journaliste. J'avais même commencé la première année STC à l'UNIF pour faire, même suite aux événements, la guerre et tout à Brazzaville, oui, je n'ai pas su continuer. Mais finalement, j'ai trouvé ce plaisir aussi dans l'art, parce que c'est, qu'on ne veuille pas, une façon de faire passer un message, de donner une information, de dire quelque chose. Et donc finalement, c'est comme si je faisais du journalisme, mais par une autre porte. Je passais par une autre porte. Donc voilà, donc c'est surtout, comme je viens de le dire, l'envie vraiment de vouloir faire passer un message, de vouloir dire des choses. Et ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était parler du quotidien de la femme, sa vie de tous les jours, en prenant évidemment ma mère comme modèle. Donc c'est de la femme que je voulais vraiment parler, la valoriser. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est la nature positive du travail de la femme africaine. La valoriser parce qu'elle est quand même le moteur de notre société, hein, comme on dit chez nous, éduquer une femme, c'est éduquer une société. On dit aussi qu'une maison n'est pas tenue sur le sol, mais sur la femme. Parce qu'elle est aussi, comme je dis toujours, elle est à la fourche jusqu'à la fourchette. Donc, elle est vraiment sur tous les plans. Elle est vraiment sur tous les plans. Donc, l'idée même de la valoriser, j'en ai fait en tout cas dans mon travail, c'est resté vraiment la colonne vertébrale finalement de mon œuvre. C'est elle, c'est la première personne finalement à faire passer l'oralité au moyen des berceuses qu'elle chante. C'est vrai que c'est très important à son enfance, très important en Afrique. Et puis elle passe plus de temps aussi avec les enfants, donc elle est même le premier vecteur de l'éducation et de la transmission. Donc voilà, donc je veux vraiment la valoriser, c'est-à-dire la représenter, montrer qu'elle est... Mais moi, c'est surtout aussi la femme active, celle qui travaille au quotidien, celle qui travaille, qui porte les enfants. Mais ça veut dire qu'une femme qui est avec ses enfants à la maison n'est pas une femme qui travaille? Comment? Une femme qui est à la maison avec ses enfants, qui n'a pas de travail en dehors de la maison, ce n'est pas une femme qui travaille? C'est une femme aussi qui travaille, mais tu vas même remarquer, même si elle va travailler dans un bureau ailleurs, il y a... Tout est un ensemble en fait. Même quand elle rentre à la maison, il y a le travail du quotidien qui est toujours là. Donc elle travaille plus. Donc c'est ce plus-là que j'aimerais bien signaler, oui. De toutes les façons, c'est le moteur de la société, de notre société. C'est pour ça que j'aimerais bien insister là-dessus. C'est pour que aussi que sa décision compte. C'est pour que sa parole aussi puisse compter. Et moi, en tant qu'artiste, je le représente beaucoup aussi. Peut-être que je dirais que c'est aussi une forme de contribution aussi à cette thématique-là, pour peut-être aussi donner du courage ou bien de l'envie aux autres femmes qui veulent peut-être sortir aussi de cette spirale négative ou d'isolement tout simplement. Et aussi, le but de ce que je fais aussi, c'est aussi... de montrer qu'elle est aussi positive, qu'elle prend part aussi à l'action tout simplement du développement, parce qu'elle apporte aussi des solutions, elle apporte aussi des solutions aux problèmes sociétaux, hein, dans le domaine économique, juridique, voilà, elle est très très présente. Voilà, donc c'est surtout pour marquer que l'impact positif, son action, une action positive par rapport à ce qu'elle fait. Donc c'est pour ça qu'elle occupe la première place dans ma démarche artistique. Mais sinon, dans l'ensemble, je représente aussi les hommes forts, vaillants. C'est ce que j'allais dire, vous êtes peintre, sculpteuse, chantre du féminisme aussi. Oui, si on définit le féminisme comme un combat pour valoriser l'harmonie
hein, l'harmonie des rapports. Alors là, j'en suis une. Alors vous avez parlé justement de l'apport, du grand apport de l'héritage de votre père. Oui. Et ma question, là tout de suite, ce serait, est-ce qu'on s'affranchit de l'héritage de son père? Quand on a un papa comme ça, artiste et grand artiste reconnu, est-ce qu'on peut s'affranchir de son travail? Parce qu'il a été votre modèle aussi. Oui, oui. Disons que c'est mon modèle. Comme dans chaque chose, il faut avoir un modèle et puis construire là-dessus, quoi. Je dirais plutôt que c'est la base. Hein, c'est la base, c'est comme une maison, c'est vraiment mon soubassement. Mais donc là-dessus, évidemment, sur cet héritage-là, je dois aussi être tournée vers l'avenir pour ajouter sur ce que je possède déjà, mais sortir complètement, non, mais plutôt prendre cela comme base pour aussi apporter, rajouter quelque chose. En fait, je raisonnerais plutôt en termes de richesse, hein, pour m'enrichir davantage, ça oui, mais en prenant comme racine ou bien comme base ce que j'ai appris auprès de mon père, parce que finalement il m'a appris, auprès de lui j'ai appris la technique de dessin, la technique de la composition. Je parlerai même des subtilités du chromatisme et leur symbolisme, c'est-à-dire on nous représente, la coloration de quelque chose ne se fait pas n'importe comment, hein, c'est-à-dire j'ai appris auprès de lui la notion de l'ombre et de la lumière, le clair-obscur. Donc voilà, donc ça c'est la base. Et après, en fonction de cette technique-là, je devrais m'enrichir davantage. Et c'est ma 14e année en Europe, donc je fais aussi beaucoup de musées, donc je me nourris aussi d'autres cultures. Et voilà, donc il y a des apports dans ce sens-là. Donc ça veut dire que tout a une certaine valeur dans vos œuvres, dans votre peinture, que ce soit la lumière, les couleurs, ne veulent pas dire la même chose pour un même tableau, par exemple, pour une série de tableaux, je ne sais pas. Oh, oui, les couleurs, comment dire, parce qu'en fait, on travaille ici sur un support plat, hein. Donc c'est par le jeu des couleurs que tu creuses la profondeur. C'est par les jeux de couleurs que tu trompes l'œil. C'est par aussi les jeux de couleurs que tu dessines bien ou que tu montres bien aussi la perspective. Donc c'est tout un travail. Donc la couleur est vraiment de beaucoup, et surtout comment on la gère, comment on la dispose sur une toile pour représenter un village en petit format. Il faut y aller. Oui. Ou un paysage, tout simplement. Oui. Tout à fait, le mettre à l'échelle de la ça ne se voit peut-être pas une fois que le paysage est posé dessus, mais il y a un vrai travail de calcul pour montrer. En fait, c'est le jeu de la perspective qui nous permet aussi, qui nous facilite aussi la lecture d'une œuvre d'art. Et donc, qui dit perspective, travail des couleurs derrière, et même aussi à l'encre de Chine, hein, même si c'est du noir, mais il y a aussi une technique pour montrer les distances, la perspective. Et voilà, donc tout ça, ce sont des techniques, c'est mon soubassement sur lequel je vais construire. J'aimerais savoir, faire une toile, ça représente en termes d'heures, est-ce qu'on peut calculer ça en termes d'heures ou de jours, de mois, d'années? Oui, mais disons que c'est très difficile de calculer le temps comme ça, mais approximativement, et ça dépend aussi des tailles, c'est ça aussi. Oui. Quand on parle de tableau, ça dépend aussi des tailles, les sculptures, ça dépend aussi des tailles, mais ceci dit, c'est un travail où tu ne calcules finalement pas le temps. Il y a des œuvres où j'ai passé énormément de temps parce que je n'étais pas contente du résultat. Il y a des œuvres où finalement je n'ai pas passé beaucoup de temps, mais le résultat me plaît, donc c'est tout un monde.
Mais ceci dit, pour une toile, il faut quand même compter plus ou moins, pour une toile moyenne, il faut plutôt compter 2 ou 3 semaines quand même. Parce que moi, je peins au couteau. Le couteau, c'est comme la truelle des maçons, en petit format. Dans l'art, on l'appelle le couteau. Donc, ceci dit, je travaille à l'huile, premièrement. Donc, l'huile, c'est une peinture qui ne sèche pas le même jour. Donc, il faut au moins compter 2 ou 3 jours pour que ça sèche. Alors, donc, tu as le premier fond qui est donné. Et tu es contraint par le matériel qu'on utilise. Donc, du coup, je dois attendre que ça sèche. 3 jours après, tu vois, donc même si j'aimerais bien continuer le même jour, c'est pas possible. Donc, il y a cette contrainte-là aussi par rapport au temps. Mais sinon, pour une moyenne toile, comme je disais, il faut compter 2 à 3 semaines. Il vous est arrivé de faire une toile, de n'avoir pas été satisfaite du tout et de, je sais pas, de l'effacer et de repeindre par-dessus ou Oui. Ça m'est déjà arrivé. Pas beaucoup de fois, mais oui, ça m'est déjà arrivé d'effacer complètement et puis de changer carrément de sujet parce que je n'étais pas... Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on est nous-mêmes avant tout spectateurs de ce que nous faisons. On est avant tout, par rapport, je dirais que je suis même la première fan quand je fais quelque chose. Mais à un moment donné aussi, on doit aussi développer en nous cette attitude de se dire, bon, ça va, on arrête. Parce qu'à vrai dire, une toile ne finit jamais. Quand je regarde une de mes œuvres que j'ai peintes il y a 5 ans ou 6 ans, j'ai envie de rajouter des choses. Là, je dois quand même me dire, non, stop. Voilà, c'était le moment, c'était la période, c'était ce que je pouvais donner, je m'arrête là et maintenant je passe à autre chose. Ça donne lieu à des séries, des choses comme ça, une série de toiles sur le même thème ou pas du tout? Ou chaque toile a son interprétation, je dirais. Oui, chaque toile a son interprétation. Bon, disons que la série, oui, je peux avoir une série de toiles comme on a derrière ici, par exemple un sous-bois. Les sous-bois, j'en ai fait. Mais je reste parce que j'aime bien aussi... en Afrique, on a des forêts touffues, donc j'aime bien représenter beaucoup de verdure. Donc j'aime bien aussi représenter aussi ce cadre-là. Donc les scènes de marché, les forêts, les sous-bois, les entrées de forêt, les sorties même de forêt. Il y a une différence. Oui, voilà, la nuit par exemple, les marchés de nuit, tout ça. Donc je peux avoir une série comme ça de toiles qui porte le titre du marché de nuit, mais il va y avoir des variations, il va y avoir des détails, parce qu'il faut aussi dire ce ne sont pas je travaille pas avec des moules, surtout par rapport à la sculpture. Donc il y a toujours quelque chose qui va s'ajouter, même si le thème est le même. Tantôt je parlais de la femme, mais bon, c'est souvent les femmes aussi que je sculpte. Bon, toutes les femmes ne sont pas les mêmes, ne s'habillent pas forcément de la même façon. Il y en a qui portent les enfants d'eau, il y en a qui sont enceintes. Donc, voilà, il y a toujours quelque chose qui... Les œuvres se différencient toujours par un petit ou plusieurs détails. D'accord. Oui. Moi, justement, je veux revenir sur votre manière de peindre. Vous êtes, donc ça fait 14 ans que vous êtes ici. Oui, installée en Belgique. Oui. Et on voit que votre œuvre représente cette femme africaine, encore aujourd'hui. Je veux savoir comment vous arrivez justement à encore retranscrire cette femme-là dans son milieu en Afrique, son milieu naturel, donc, alors que ça fait longtemps que vous êtes partie de là. Est-ce que ce sont des souvenirs en fait que vous peignez ou bien vous allez régulièrement en Afrique Oui, en fait, il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux. Je peins beaucoup les scènes de chasse parce que dans mon enfance, j'ai beaucoup vu, j'ai été dans cette ambiance-là de chasseur. Donc, il y a aussi dans ce que je fais, il y a aussi un côté de paradis perdu. Oui. Mais c'est en fait les deux, les souvenirs et le quotidien et la réalité, parce que je m'inspire beaucoup du quotidien, de ce que je vois, de ce qui se fait actuellement. Quand j'arrive à Brazzaville, les femmes sont toujours habillées en couleur et puis ils portent toujours au dos
portent toujours sur la tête et conduisent aussi. Donc, bon, moi, le quotidien, la réalité, c'est ma principale source d'inspiration. Je fais ce que je fais parce que je vois ce que je vois aussi. Donc, c'est comme ça que je retranscris ça dans mon art. Donc, je dirais plutôt les deux. Donc, c'est vrai que ça fait 14 ans que j'habite la Belgique, mais j'ai 2 ateliers en fait. J'ai mon atelier ici, là où nous sommes, et puis j'ai aussi gardé mon atelier à Brazzaville. Donc, il y a des années où j'y vais parfois 2 fois par année. Il y a des années où j'y vais parfois un peu plus, parfois 1 fois. Bon, je suis à cheval, je dirais ça comme ça, entre Brazzaville et Bruxelles. Donc, c'est ce qui fait que j'ai gardé cette fraîcheur-là, cette originalité-là. Voilà, parce que moi, je trouve que c'est cette originalité-là, c'est cette différence-là qui apportera aussi quelque chose. C'est votre carburant. Oui, c'est mon carburant, comme vous le dites. Oui. Mais bon, j'ai aussi pas mal de critiques, hein. Parce que beaucoup ne me comprennent pas aussi, disent que je veux ramener le monde en arrière, voilà. C'est toujours le passé, le passé. Alors, j'ai parlé de la première partie de ma démarche artistique qui était donc la valorisation de la femme, mais il y a une seconde partie aussi qui vise à valoriser tout simplement les métiers du passé, les métiers qu'on voyait fréquemment avant, qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Parce que je sens aussi que ce sont des choses qui vont disparaître, ce sont des métiers, ce sont des activités qui vont disparaître. Vous êtes une historienne aussi. Une archiviste. On peut dire ça aussi. Donc je vois qu'il y a des choses qui vont quand même disparaître. Mais bon, je ne me plains pas, c'est comme ça, c'est la force des choses, il faut avancer. Même en tant qu'artiste aussi, je me sens investie d'une mission de rappeler à la jeunesse qu'attention, derrière ces activités, il y a un savoir. Il y a un savoir. C'est important, la transmission. Et c'est important, transmission. Donc il y a un savoir qu'il ne faut pas aussi rejeter, qu'il ne faut pas mettre à la poubelle. Hein? Parce que c'est une richesse, ce savoir est une richesse. Donc, même si on ne pratique pas au quotidien cette activité parce que c'est très archaïque et que le monde avance en cours, ok, mais ne pas perdre l'intelligence, le savoir qu'il y a derrière. Parce que sinon, on recule. Donc moi, je raisonne plutôt en termes de plus, en termes de richesse. Servons-nous de ce socle-là, de ces savoirs-là, et puis c'est toujours ça, hein, il faut rajouter à ce que nous avons déjà. Donc voilà, d'où aussi l'importance pour moi, en tout cas, de représenter parfois les chasseurs, les pêcheurs, parce que par rapport à la chasse, c'est vrai qu'on parle de les malafoutiers aussi. D'ailleurs, les malafoutiers qui montent des palmiers qui font parfois 10 mètres de hauteur, hein, avec une ceinture faite à base des lianes traditionnelles. J'ai une fois discuté avec un vieux malafoutier, mais c'est une belle ceinture, mais quand on t'explique, parce que tu vas aussi en quelque sorte remettre aussi un peu ta vie sur cette ceinture, parce que quand tu as 10 mètres de hauteur et n'être soutenu que par une ceinture fabriquée à base de lianes, donc ça paraît simple, mais le savoir qu'il y a derrière, comment faire ces nœuds et aussi les défaire aussi rapidement, et puis il y a aussi un système de réglage. C'est ingénieux. Donc voilà, donc on a maintenant nos échelles pour monter nos palmiers maintenant, d'accord, mais ce savoir-là, est-ce qu'il faut nécessairement l'oublier, le mettre à la poubelle? Je trouve que ce ne serait pas une bonne idée. Donc c'est pour ça que je les représente dans mes sculptures, des malafoutiers, des chasseurs, mais même les chasseurs, la chasse ne se pratique pas n'importe comment, hein. Parce qu'il faut être dans la forêt, il faut être dans la jungle. Il faut d'abord étudier le sens du vent. Parce que si tu es mal positionné par rapport au vent, eh bien, tu ne vas rien attraper.
Parce que les animaux, ils ont aussi, hein, ils vont vite sentir l'odeur des humains autour, et ben ils vont cavaler. Donc il y a toutes ces techniques-là, et même la pêche dans l'eau. Voilà. Donc c'est pour ça que je représente tous ces métiers-là, pour juste faire un, comment on dit, c'est comme si je faisais un clin d'œil au savoir qu'il y a derrière, ne pas les oublier. Donc ça c'est ma deuxième aussi partie, c'est la deuxième partie de ma démarche artistique. Donc Rhodes, c'est un peu tout ça, la femme qui travaille, la femme qui est active, la valorisation des métiers du passé pour ne pas oublier le savoir derrière. J'aimerais justement avoir votre sentiment sur la peinture africaine globalement aujourd'hui. Est-ce qu'elle est valorisée comme elle devrait l'être ou pas assez? L'art africain dans son ensemble. Je reconnais d'abord le potentiel des artistes africains, le talent, l'originalité. Il y a des avancées, il y a des choses qui sont faites. Par exemple, il y a la biennale de Dakar. Je sais que le but premier de cette biennale, c'est de mettre en lumière les artistes africains. Ça, je reconnais. Il y a pas mal d'activités quand même autour. Bon, ici on est dans le cadre de l'art, hein, mais sinon de façon générale, à Brazzaville aussi tu as le FESPAM, hein, la fête de la musique, enfin panafricaine, hein, de la musique. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites pour mettre en lumière, pour valoriser les artistes. Mais bon, ceci dit, il y a toujours moyen de mieux faire. Il y a toujours moyen de mieux faire. C'est d'ailleurs le but même de notre existence, tout simplement. Hein. Faire des choses, continuer à les faire, grandir en expérience et encore avancer. Donc, je dis bravo à ce qui se fait et je demande la continuité. Grandir dans cette ambiance-là, en faire encore davantage et surtout ne pas croiser les bras en se disant bon voilà, on a ça, c'est bon, ils ont leur compte. Non, il faut continuer à valoriser l'art africain, les artistes tout simplement, parce que l'art c'est... Comment le dire simplement? L'art c'est l'habit du pays. C'est le costume d'un pays. Donc pour moi c'est très important parce que l'art c'est ce qu'on peut offrir de simple, de nous, quelque chose qui a un rapport avec le moi, le soi-même. Si on veut vraiment offrir quelque chose d'original, qui fait penser à son histoire, non, évidemment que c'est l'art. Donc c'est ça qui nous valorise en dehors des frontières. Donc faire davantage, évidemment, pour aller à la source, pour favoriser aussi l'arrivée des jeunes dans ce domaine et aussi mettre des moyens pour contribuer à ce que aussi ces artistes puissent briller sur la scène internationale par le biais de la mondialisation, hein, parce que le monde, tout est devenu maintenant interconnecté. Donc, je dis oui à ce qui se fait, mais je demande aussi qu'on en fasse encore davantage. Hein, encore davantage. Donc, voilà, parce que l'art, c'est notre miroir. C'est le miroir qui nous donne la possibilité de se refléter, de refléter plutôt ce que nous sommes à l'extérieur. Vous avez répondu à la question de savoir, la question de votre regard sur la peinture et les peintres africains, mais nous constatons quand même qu'il n'y a pas beaucoup de peintres ou artistes africains dans les musées, dans les galeries. Pourquoi ce choix? Ça, je dirais plutôt que c'est le choix du marché de l'art, finalement, qui est basé sur la confrontation,
qui n'est pas, qui est basé sur l'exclusion et non la confrontation. Parce que moi, je suis pour la confrontation et non l'exclusion. Donc, ils ont une ligne directrice, le hors-sens. Et quand tu ne rentres pas dans cette ligne-là, et voilà, tu n'existes pas. Le hors-sens, c'est-à-dire. Donc, maintenant, c'est plutôt faire des choses. C'est l'idée du concept, hein, le conceptuel. Attention, je ne suis pas en train de critiquer le conceptuel. C'est la mode, c'est comme ça. Mais beaucoup d'œuvres relèvent, en tout cas à mon avis, du gag, le hors-sens, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément... le travail n'est pas forcément basé sur les vieilles techniques picturales traditionnelles, par exemple. C'est vraiment, comment dire, des œuvres qui font plutôt penser au bricolage. Et de nos jours, on n'est plus forcément obligé d'être sorti d'une académie des beaux-arts ou d'un atelier. Non, on peut sortir de nulle part. Hein. Donc, sortir de nulle part, on peut devenir artiste du jour au lendemain parce que soudain, on a eu une idée, un concept. Et pour la plupart même de ces artistes, en tout cas qui sont connus dans ce milieu-là, ils ne travaillent même plus, ils ne touchent presque plus même la matière. Donc on a eu une idée qu'on soumet aux ingénieurs et ça donne des œuvres évidemment démesurées, ok. Et bon voilà, donc c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Et donc moi ce que je condamne par rapport, bon, les modes c'est comme ça, on va voir un peu le temps que ça va durer, c'est comme ça. Mais finalement, au regard de tout ça, pourquoi un artiste aujourd'hui se lancerait dans une carrière de peintre ou de sculpteur? Est-ce que c'est encore vendeur? Est-ce qu'on en vit? Est-ce que vous en vivez déjà bien? Bon, pour être honnête, je ne vis pas de mon art, mais pourtant j'ai fait beaucoup d'expositions, j'ai vendu pas mal des œuvres. Mais pourquoi je ne vis pas de mon art? Parce qu'évidemment les choses ont changé. Ce n'est pas parce que je ne vends pas, ce n'est pas parce que je ne gagne pas de sous avec ce que je fais, ce n'est pas ça. Mais en fait, je suis mon propre producteur aussi. Donc, ce que je gagne est plus ou moins réinvesti dans la promotion, dans ma promotion. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un producteur derrière, je n'ai pas une machine derrière, je n'ai pas une maison derrière, je n'ai pas une galerie derrière. Autrefois, il y a eu des marchands, mais ça, l'époque a été plus ou moins révolue. Tu n'as plus des gens qui ont des moyens, des marchands comme ça se faisait avant, qui sont derrière les artistes. Ils disent, écoute, moi je m'occupe de tout, de la production, financer la production. Toi, tu te concentres à la production, enfin au travail, à la création. Il n'y a plus ça. Donc du coup, voilà, donc on doit, quand on croit, quand on a la confiance, quand on croit à son œuvre, on doit en même temps y mettre des moyens. Et les moyens, il faut les avoir. Et bon, ce qui est vrai, c'est que ce que je vends, heureusement que je vends, me permet finalement d'avancer. Ce ne sont pas des grands pas, ce sont des petits pas, mais ça me permet quand même d'avancer. Donc c'est pour cette raison-là que je ne vis pas de mon art, parce que ce que je gagne est directement injecté, réinjecté dans la continuité de la valorisation de mon œuvre. Mais vu la façon dont tout se passe, j'ai bon espoir. Est-ce que tu sais le nombre de toiles que tu as produites et de sculptures?
Je n'ai jamais fait le calcul parce que ça remonte. Comme je disais tantôt, j'ai commencé à travailler dans l'atelier de mon père. Et je me rappelle aussi qu'il y avait mon père avait des clients qui venaient dans son atelier et qui parfois devaient se posaient parfois la question de savoir, ah tiens, la petite toile qui est plus ou moins, mais ça c'est la toile de ma fille. Donc j'ai déjà commencé à vendre à l'âge de 9 ans, 10 ans dans l'atelier de mon père. Donc je vais peut-être vous donner un chiffre dans le calcul de ce que j'ai produit dans la peinture ou dans la sculpture. On est plus de 500, comme je le disais, 700 et quelques. Donc maintenant, comme j'ai commencé avant, bien avant le site, je pense que je vais bientôt frôler les 1000 œuvres. Oui. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de tenir aujourd'hui. Et le prix a évolué aussi dans le temps. Il y a déjà peut-être... Et pour la suite, c'est quoi la suite de Rhodes, peintre, sculpteur? C'est une école? Un courant culturel? Non. Oui, on verra bien. J'ai l'intention bientôt, parce que pour l'instant, évidemment, c'est comme on dit, il faut d'abord être debout et bien voir qu'on est stable pour commencer aussi à prendre avec soi ou bien à porter carrément les autres aussi. Donc j'avance encore un tout petit peu, mais j'ai mon atelier qui est fini à Brazzaville, la construction est finie. Donc maintenant je dois disposer, parce que former les gens aussi ça prend du temps. Pour l'instant, le peu de temps que j'ai est partagé entre la vie de famille et la création des œuvres d'art, et en plus honoré à des expositions et même à des interviews. Je cours derrière le temps, mais j'espère que d'ici quelques années, tout ça va rentrer dans l'ordre. Je croise les doigts pour que je dispose du temps aussi pour commencer à former des jeunes à Brazzaville dans mon atelier. En tout cas, c'est un projet dont j'y tiens vraiment. Et sinon, Rhodes, c'est aussi... c'est une artiste, connue comme artiste, peintre, sculptrice. Et j'ai entre-temps ajouté une corde à mon arc, parce que je suis de plus en plus sollicitée maintenant pour des shows coiffures. Parce que vous-même, vous portez des coiffures très originales. Pour des shows coiffures. Ma dernière prestation, c'était lors de la Fashion Week à Bruxelles. Donc, j'ai coiffé 10 mannequins et ça a eu aussi du succès. Donc, de plus en plus, je suis sollicitée pour montrer ce savoir-faire-là. Parce que ce que je veux, c'est la technique de coiffure, les tresses, en fait, je reste dans le même monde, en fait. C'est une richesse. C'est une richesse que j'aimerais bien aussi montrer, en tout cas répéter et marteler même sur ces phrases s'il faut. Voilà, donc ma démarche, c'est de ramener un peu le vieux au goût du jour. Donc je m'inspire des vieilles coiffures des années 50 et j'apporte tout simplement une touche moderne. Une touche moderne pour juste dire que voilà, la femme africaine, c'est aussi l'originalité. C'est aussi l'originalité. L'originalité pour ce qu'elle est. L'originalité pour sa façon d'être. Et puis l'originalité aussi pour sa façon d'habiller, et puis l'originalité aussi pour sa façon de se coiffer. Donc tout ça est un tout en fait. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc voilà, donc maintenant je me lance aussi entre autres dans les shows coiffures. Et d'ailleurs il y a un projet, j'ai discuté avec le ministre de la Culture de Brazzaville il y a un mois, où je lui ai parler de ce projet, et peut-être que pour le prochain FESPAM, s'il y a lieu, faire un show coiffure, puisqu'ici c'est une thématique qui grandit. Je dis, mais faire aussi des shows coiffure là où tout est né, c'est aussi intéressant. Donc il est d'accord pour le concept, et donc peut-être qu'il va d'abord y avoir un défilé de show coiffure avant le défilé des Miss FESPA. Donc on en a discuté, il est d'accord
pour le principe. Et donc voilà, donc la coiffure aussi. Et la musique. Mais ça va venir et vous serez les premiers à être contactés. Voilà, donc ça fait 3 ans que je prends des cours de guitare et tout doucement, au courant de cette année 2018, il va se passer beaucoup de choses. Je vais chanter mes œuvres, je vais chanter le quotidien de la femme. Je vais vous donner quelques indices. Il y a en préparation aussi, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce que je vois. Il y a aussi ce phénomène de sapologie, qui n'arrête pas de grandir, mais finalement, voilà, c'est ce que nous sommes. On aime, voilà, on aime aussi se montrer, on aime tout bien faire finalement. Et donc, tout ça va arriver. Donc, grosse surprise pour 2018. On sera aux premières loges en tout cas. Merci.